Bonjour Denis Oliven, Bonjour. j'ai la joie et la chance de vous recevoir aujourd'hui à l'occasion de la sortie de votre dernier livre, Un étrange renoncement, paru chez Albin Michel. Alors d'abord une petite présentation de votre personne. Vous avez occupé d'importantes fonctions dans votre carrière, très importantes. Vous êtes conseiller à Matignon, dirigeant de plusieurs groupes médias de premier plan, Canal+, le Nouvel Obs, la branche média de Lagardère, et vous êtes actuellement également président d'un groupe de presse de Libération, si je ne me trompe. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, La puissance publique, Mortelle transparence, Le délicieux malheur français. C'est donc dire que l'état du pays et de sa gouvernance sont votre principale préoccupation, si je ne m'abuse. Voilà. Votre ouvrage, là, dont nous parlons aujourd'hui, est un manifeste contre la désinformation. La première question que je voudrais vous poser, c'est quand vous dites un étrange renoncement, de quel renoncement s'agit-il exactement ? C'est le renoncement de la France à la croissance et donc au progrès, au bien-être. Quand vous regardez ce qu'était la France il y a 40 ans, elle était le cinquième pays du monde par sa richesse par habitant. Elle est aujourd'hui le 25e pays et elle continue de dégringoler. En ce moment, on a une croissance forte parce que c'est la reprise après le Covid. Mais sur la décennie, on va être à peu près 1% de croissance. C'était ce que nous connaissions en 1800, c'est-à-dire avant toutes les révolutions industrielles, scientifiques, techniques qui ont nourri notre richesse et ont permis de construire les acquis qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc voilà ce grand pays qui, étrangement, renonce à ce facteur de progrès et de cohésion. Mais quand vous employez le mot renoncement, c'est quelque chose de volontaire. Ça n'est pas comme une maladie qui vous tombe dessus. C'est un acte. Oui, alors volontaire, pas forcément consciemment volontaire, parce que. Bon, d'abord, tous les pays occidentaux, tous les pays riches connaissent un ralentissement de leur croissance. Mais la France a une surinfection par rapport à cette maladie générale. Si vous comparez, Angela Merkel vient de quitter le pouvoir, elle a gouverné l'Allemagne pendant 15 ans. Au cours de ces 15 ans, la richesse par habitant de l'Allemagne a progressé 3 fois plus vite que la nôtre. Donc pourquoi, j'essaie de comprendre dans ce livre et d'analyser pourquoi nous avons cette surinfection. Et pourquoi le mot renoncement ? Parce que finalement, les historiens de l'économie le savent depuis leur analyse de la révolution industrielle du XVIIIe siècle. Ce qui fait qu'on connaît ou pas la croissance, ça n'est pas tellement matériel, c'est intellectuel, c'est spirituel, c'est moral, c'est les valeurs auxquelles on croit. Et j'essaie de montrer comment nous sommes brouillés avec le travail, avec l'entreprise, avec l'innovation, avec la méritocratie, qui sont des facteurs de croissance. Et ça, c'est parce que, intellectuellement, idéologiquement, la France a fait, ou ses forces politiques, ont fait des choix qui sont des formes de décision, d'où l'expression renoncement. Oui, vous expliquez très bien par des comparaisons très intéressantes avec les pays voisins, ou même des comparaisons en remontant dans le temps, cette situation de renoncement, en fait, de déclin de la France. Alors le déclin, non, parce que le déclin, ça voudrait dire que d'abord c'est définitif et que d'autre part ça s'impose à nous. Non, moi ce qui me semble, et je le dis avec d'autant plus de tristesse que c'est ma famille, ce qui me semble, c'est que depuis une quarantaine d'années, la gauche française, qui joue un rôle décisif dans nos valeurs, a fait une série d'erreurs. Elle s'est brouillée avec la croissance. Elle, qui aurait dû faire de la croissance son totem, en a fait son tabou. Exemple, au moment où nous avons commencé à souffrir de la montée du chômage, au lieu de se dire il faut qu'on augmente l'activité du pays, ce qu'ont fait les Allemands par exemple, la gauche française et la France avec elle a dit non, on va partager le travail. Et voilà comment finalement nous sommes le pays qui, de tous les pays les riches, travaille le moins en termes d'heures par habitant et par an. Comment voulez-vous créer de la richesse si vous travaillez moins ? Vous prenez, autre exemple, l'école. Au moment où le système scolaire a commencé à se démocratiser, qu'est-ce que nous avons choisi de faire ? Quand je dis nous, c'est la gauche, encore une fois. Nous avons choisi de
massifier, de moyenner le système scolaire, au lieu de nous intéresser, ce qu'ont fait certains de nos voisins, aux élèves les plus en difficulté, souvent issus des milieux les plus défavorisés, ce qui aurait changé radicalement la face des choses. Résultat des courses, nous avons le système scolaire, c'est l'OCDE qui le dit, parmi les moins efficaces des grands pays, et surtout le plus injuste socialement. Donc voilà, je pourrais poursuivre, mais voilà des choix politiques que nous avons faits et qui sont des choix malthusiens en quelque sorte, en cas de renoncement au progrès. Et pour revenir sur à propos de ce que vous dites sur le chômage, c'est vrai qu'aussi que certains intellectuels français, peut-être en particulier de gauche, ont expliqué que le recours par l'Allemagne à des petits jobs non permanents était finalement une mesure qui ne servait à rien et que c'était plutôt pratiquement un retour à l'esclavage, quoi. Oui, ce qui n'est pas du tout vrai, parce que quand vous regardez ce qui se passe en Allemagne, l'Allemagne a, en gros, les Allemands, nous on travaille 650 heures par habitant et par an, et l'Allemagne travaille 700 ou presque 800 heures par habitant et par an. Pourquoi ? Parce qu'elle a un taux d'activité chez les femmes, chez les personnes, les seniors, comme on dit, bien plus élevé que nous. Mais ces salariés-là ne travaillent pas nécessairement à temps plein. Ils travaillent, et chez les étudiants aussi, pardon, chez les jeunes. Ils ne travaillent pas nécessairement à temps plein. Ce sont souvent des activités de complément de leur vie par ailleurs, et elles sont choisies. C'est pas l'épouvantable, comment dirais-je, contrainte à la précarité qu'imposerait un système épouvantable, horrible. C'est le choix qui permet à des habitants d'avoir un équilibre de vie professionnelle et personnelle qui n'est pas celui d'un salarié à temps plein. Et pourquoi on ne le fait pas en France ? Pourquoi est-ce que c'est rejeté, cette forme de travail ? Parce que nous, on a une vision du travail dirigiste, bureaucratique, et surtout parce que nous ne considérons plus le travail comme une valeur essentielle. Nous n'avons plus considéré le travail comme une valeur essentielle. Nous l'avons considéré comme une aliénation, et nous avons développé toute une série de règles donc, qui visaient normalement à protéger les salariés, c'est légitime, ouais, mais qui en vérité, au lieu de les protéger, créaient du chômage de longue durée, de la précarité. On a quand même on réussit ce prodige d'être à la fois le pays qui a l'un des taux de chômage les plus élevés en Europe et le niveau de précarité, de CDD les plus élevés. Donc on perd sur tous les tableaux. Alors si vous voulez bien, on va passer en revue quelques exemples que vous donnez du propos qui est le vôtre, du renoncement. Vous parlez beaucoup des dépenses hospitalières en France. Et là, est-ce que vous avez aussi fait des comparaisons avec les autres pays ? Mais oui, c'est très frappant. On voit que si vous comparez avec l'Allemagne, on a à peu près le même niveau de dépenses de santé par habitant que l'Allemagne. Et on a à peu près le même niveau de dépenses hospitalières que l'Allemagne. Mais quand vous regardez, vous voyez que l'Allemagne a plus de lits par habitant que nous et plus de médecins par habitant que nous. Donc, la conclusion qu'on doit en tirer, parce que nous, on dit, mon Dieu, on ne donne pas assez d'argent à l'hôpital. Non, la conclusion qu'on doit en tirer, c'est on gère mal nos dépenses hospitalières. Il y a trop d'administratifs. Bien sûr, c'est un sujet qui alors évidemment, l'Allemagne n'a pas la même densité que nous, elle est beaucoup plus dense. Donc son territoire, nous avons une question d'aménagement du territoire que l'Allemagne n'a pas. Mais la question de regrouper les hôpitaux, en fait, pourquoi est-ce que les Allemands dépensent moins que nous et réussissent à mieux dépenser, enfin dépensent mieux que nous plutôt, parce qu'ils ont de plus gros hôpitaux. Mais si vous dites ça en France, vous créez aussitôt un trouble parce qu'on vous accuse de créer le désert médical français. Sauf qu'on pourrait réfléchir autrement. On pourrait se dire, on regroupe nos hôpitaux pour réduire nos coûts d'administration et par ailleurs, une partie de ces économies que nous faisons, nous les allouons à des moyens de transport efficaces pour conduire les patients qui habitent loin des hôpitaux vers les hôpitaux ou bien pour avoir une première ligne de soins décentralisée. Enfin, on pourrait être imaginatif. Mais non, nous, on est bureaucratique. Et par ailleurs, comme d'un autre côté, nous ne faisons rien pour développer la croissance, nous ne faisons rien pour développer les ressources qui nous permettraient de nourrir cet objet assez conséquent que nous avons constitué, qui s'appelle l'État, enfin, ou la puissance publique. Pourquoi dites-vous que l'industrie pharmaceutique française tourne le dos à son avenir ?
Non, mais quand vous regardez la France, elle est le 11e pays maintenant pour l'innovation en Europe. Elle est dépassée par l'Allemagne, bien sûr, mais elle est dépassée par tout un tas de petits pays, par la Suisse, par la Suède. Si vous regardez les dépenses de recherche et de développement de la France, elles sont 1 point ou 1,5 point inférieures à celles de l'Allemagne. Si vous regardez les dépenses en termes de PIB, si vous regardez les dépenses que nous consacrons à nos universités par rapport à la Scandinavie, c'est 10 points de PIB en moins. Donc on a sous-investi l'innovation, la recherche et le développement, l'université. Et donc voilà pourquoi on se retrouve, on l'a vu au moment du Covid, le seul pays, la seule grande puissance qui n'a pas trouvé de vaccin, c'est nous. C'est quand même paradoxal. Donc on voit bien qu'on a une mauvaise allocation de nos ressources. Et ne pas innover, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas nourrir notre croissance. Parce que c'est l'innovation qui fabrique la croissance, parce qu'elle invente de nouveaux process, de nouveaux produits, de nouvelles entreprises. Nous ne sommes pas dans cette dynamique-là. On serait beaucoup plus astucieux si on a 3 points de plus que les Allemands en PIB sur nos retraites. On serait bien plus intelligent d'allonger notre durée du travail et de déplacer ces points de PIB vers l'innovation, vers la recherche et le développement. Ça construirait beaucoup plus efficacement notre avenir. Oui, et vous dites aussi que le taux de croissance en France n'est pas bon, que la France est pratiquement à l'arrêt depuis 10 ans. Exactement, et c'est même le sujet principal. Si vous essayez de comprendre pourquoi la France, quel est le point commun de nos différentes manifestations de malheur, pourquoi est-ce que nous avons un jour une flambée dans les banlieues, le lendemain, une crise des gilets jaunes, le jour d'après, des manifestations de fonctionnaires, le ras-le-bol fiscal, et même la discussion un peu difficile que nous avons en ce moment sur l'identité nationale, l'immigration, l'intégration. Quel est le point commun? Le facteur commun de ces crises, c'est le ralentissement de notre croissance. Parce que moins de croissance, ça veut dire moins d'emplois, notamment moins d'emplois non qualifiés, les jeunes des banlieues. Ça veut dire moins de pouvoir d'achat, la crise des gilets jaunes. Ça veut dire moins de ressources pour les services publics, la crise des fonctionnaires. Ça veut dire, parce qu'on ne peut pas arrêter les dépenses publiques, plus d'impôts et de dettes pour financer ces dépenses publiques, ras-le-bol fiscal. Et ça veut dire aussi moins de capacité à intégrer des populations étrangères et donc crispation identitaire. L'Allemagne a à peu près le même niveau d'étrangers que nous en proportion de sa population. Elle a des flux migratoires aujourd'hui plus importants que les nôtres. Elle a à peu près le même pourcentage de musulmans dans sa population. Et au moment des dernières élections, elle n'a pas du tout eu le débat que nous avons eu. Pourquoi? Parce que son marché du travail fonctionne mieux, parce que son système éducatif fonctionne mieux, parce qu'aussi elle a une haute politique d'immigration. Mais donc, si vous êtes plus efficace, plus dynamique, une série de questions qui nous travaillent et qui créent les difficultés françaises, sinon disparaissent, du moins s'atténuent. Oui, alors vous dites justement que la croissance est le produit d'un état d'esprit. Et quel est alors l'état d'esprit de la France? C'est de ne pas travailler, de ne rien faire On a rompu bizarrement avec les valeurs qui ont fabriqué la révolution industrielle et le bien-être considérable dans lequel nous sommes, qui nous a permis de financer nos hôpitaux, nos routes, nos logements, notre pouvoir d'achat. C'est-à-dire le travail. C'est-à-dire, nous, les socialistes nous ont brouillé avec le travail, partage du travail. Les forces anticapitalistes, type France Insoumise, détestent l'entreprise, le capital. Donc, elles détestent le développement de la dynamique économique. Les écologistes, désormais, au nom du risque climatique, voudraient nous brouiller avec l'innovation. Ils veulent qu'on arrête. Et la nouvelle gauche... woke, comme on dit, je ne sais pas si c'est le bon terme, déteste le mérite parce qu'elle considère que chacun d'entre nous est assigné à résidence dans son genre, sa race, entre guillemets, ou sa classe de naissance, et que rien ne changera jamais. Donc c'est le contraire de l'esprit des Lumières qui offre une espérance de promotion et d'ascension à chacun au nom de l'égalité des droits, et qui donc pousse chacun à se dépasser et à agir. Et c'est ça qui nourrit la croissance. Donc on s'est brouillé avec le travail, le capital, l'innovation et le mérite, qui sont des facteurs clés de la croissance. Donc vous n'êtes pas un admirateur de Greta Thunberg?
Non, enfin, si, je l'admire parce que je l'admire parce que je trouve admirable que des jeunes gens, je trouve que si vous n'êtes pas révolutionnaire à 17 ans ou à 18 ans, à quel âge le serez-vous? Mais elle a raison sur les questions et elle a tort sur les solutions. Il faut qu'on écoute son exigence de lutte contre le réchauffement climatique. Mais les solutions qu'elle propose, la décroissance, sont dramatiques. C'est-à-dire que c'est l'appauvrissement généralisé. C'est très dramatique pour les pays riches, et notamment pour les pauvres des pays riches, mais c'est dramatique pour les pays en voie de développement, qui ont besoin de routes, qui ont besoin d'hôpitaux, qui ont besoin de médicaments, qui ont besoin d'amélioration de leurs revenus. Si c'est la décroissance mondiale, c'est la condamnation à l'austérité, à la pauvreté généralisée. Donc la solution est bien pire que le mal. Je ne crois pas que pour réduire nos niveaux d'émissions de CO2, il faille qu'on détruise nos niveaux de vie. Je ne crois pas que pour sauver la planète, il faut détruire la société. Donc vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron qui a annoncé tout récemment qu'il allait que la France allait construire de nouvelles centrales nucléaires? Bien sûr, évidemment. C'est une énergie décarbonée, pilotable. La question des déchets nucléaires est beaucoup moins épineuse qu'on ne le dit. Hein, si vous mesurez combien de déchets nucléaires nous avons générés depuis la naissance du programme nucléaire, c'est une piscine olympique. Et par ailleurs, aujourd'hui, on sait à peu près sécuriser l'enfouissement de ces déchets. Quand vous regardez le nombre de déchets, les tonnes de déchets industriels dangereux que nous produisons chaque jour et dont personne ne se soucie, on se trompe de cible. Donc oui, bien sûr, le nucléaire ne peut pas être seul. Ouais. Je reviens un peu en arrière. Si on veut lutter contre le réchauffement climatique, ce qui est un impératif absolu, il faut qu'on réduise la quantité d'énergie qu'on consomme chaque année, dans les processus de production, dans les transports, dans les habitats. Et il faut qu'on se débarrasse du CO2 dans l'énergie. Donc il faut qu'on sorte des énergies fossiles au profit d'énergies décarbonées. Principalement donc l'électricité. Et l'électricité à base de nucléaire et renouvelable. Mais à base de nucléaire, donc rompre avec le programme nucléaire serait absurde. Il faut au contraire le développer, et pas seulement en France. Alors dans votre livre, je vois que vous ne croyez pas au danger de la surpopulation et de la croissance sans entrave. Non. Depuis le 19e siècle, depuis Malthus, on nous explique que le drame, c'est la croissance. Donc Malthus nous disait que si on voulait lutter contre le risque de la famine mondiale, de la sous-nutrition... Il fallait réduire la population. Voilà, il fallait qu'on arrête de faire l'amour. Heureusement, personne ne l'a écouté. Dans les années 70, on nous expliquait que si on voulait contrer le risque à nouveau de la sous-alimentation mondiale et par ailleurs de l'épuisement des énergies, il fallait qu'on arrête la croissance économique. On n'a pas du tout fait ça, heureusement. C'est le Club de Rome, c'est ça? Exactement, on n'a pas fait ça. Et finalement, par l'innovation, l'invention, on a réussi à régler la question de la sous-alimentation, ou quasiment, enfin en tout cas, elle a baissé dans des proportions considérables, et on n'a pas épuisé nos réserves. Et on nous dit la même chose aujourd'hui contre le risque climatique. On nous dit, mais comment voulez-vous croître de manière infinie dans un monde où les ressources sont finies? On oublie une leçon des 200 dernières années, c'est que nous avons une ressource infinie, le cerveau humain. Par ses innovations, il est capable de réduire l'énergie que nous consommons et de développer des énergies renouvelables non carbonées. Faisons ça. Mais peut-on créer une croissance infinie dans un monde qui est fini ? C'est ce que je vous dis. Oui, parce qu'on a une ressource infinie, le cerveau. Le cerveau, oui. Oui, on est capable. Quand je vous dis ça, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des innovations. Si vous lisez la revue de l'école polytechnique, vous regardez tous les jours les choses qui s'inventent. Il faut qu'on investisse massivement pour inventer des avions qui réduisent le CO2, des voitures électrifiées, des routes électrifiées pour les voitures. Enfin, notre capacité d'invention et d'innovation pour développer notre croissance décarbonée, pour découpler la croissance économique de l'émission de CO2, c'est déjà en route. Hein. C'est déjà en route. Ce découplage a déjà commencé dans la plupart des pays riches. Le taux d'émission de CO2 par point de PIB a considérablement baissé. Donc il faut poursuivre dans cette voie.
Mais alors on a beaucoup de polytechniciens, d'énarques dans les sphères dirigeantes, mais en fait, pourquoi en France les dépenses de recherche-développement sont-elles nettement inférieures à ce qu'elles sont dans d'autres pays voisins comparables? Parce que comme on gère mal nos dépenses publiques, on est le pays du monde dont le niveau de dépenses publiques et d'impôts est parmi les plus élevés, le plus élevé pour les dépenses publiques et parmi les plus élevés pour les impôts. On ne peut pas encore augmenter ses dépenses. Et qu'est-ce qui fait que ces dépenses sont très élevées? C'est qu'on gère mal, de manière inefficace, les dépenses qui ne sont pas celles de recherche et développement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a 14 points de PIB consacrés à nos retraites. L'Allemagne, c'est 11 points. Pourtant, sa population est plus âgée que nous. Donc, il faudrait qu'on ait un système de retraite plus normal. Et qu'on déplace, au lieu de consacrer 3 points de PIB aux retraites, qu'on les consacre à l'innovation et au développement. Mais je pourrais vous prendre d'autres exemples. Quand vous voyez votre livre est rempli d'exemples. Voilà, le millefeuille français, le fameux millefeuille administratif, nos strates, entre l'État, les régions, enfin bon, partout, on a des sources d'efficacité et on devrait déplacer de la richesse, de la dépense, de ces inefficacités vers l'innovation, la recherche et le développement, les universités. Est-ce que les Français, alors, naissent peut-être anticapitalistes? C'est un truc dans les sondages, on voit qu'ils sont anticapitalistes, contre la finance internationale, comme disait fameusement Hollande. Comment expliquez-vous ça? Oui, on est l'un des pays. Là, bon, on a une tradition historique, révolutionnaire. On a eu pendant des années un parti communiste qui était parmi les plus importants. Donc on a une tradition, on n'a pas une tradition libérale. La gauche française socialiste a mis un temps fou à se convertir à l'économie de marché, alors que ses homologues allemands, anglais, scandinaves l'ont fait bien avant elle. Pour moi, mon modèle, ce sont les Scandinaves. C'est la gauche scandinave, suédoise ou danoise. Donc nous, on a mis un temps fou à nous convertir et la gauche joue un rôle décisif dans notre imaginaire. Donc elle a été très longtemps hostile à l'économie de marché, au lieu d'être hostile à l'économie de marché injuste. Moi, les Scandinaves, les Suédois, ils ne sont pas du tout hostiles à l'économie de marché, parce qu'ils savent que l'économie de marché, que pour redistribuer, il faut produire. Donc vous pouvez avoir une vision très libérale de l'économie de marché, injuste socialement, qui détruit la nature, ou bien vous pouvez avoir une vision écologique, redistributive de l'économie de marché. Mais en tout cas, la vision sans l'économie de marché, on sait que ça ne fonctionne pas. Malheureusement, en France, nos forces politiques progressistes ont mis beaucoup de temps à comprendre ça, et même aujourd'hui, elles le comprennent mal. Est-ce que c'est la faute de l'éducation nationale ? Je ne crois pas que ce soit la faute. Non, je pense que c'est pour ça que j'ai appelé ça un étrange renoncement, en faisant référence à l'étrange défaite de l'historien Marc Bloch, qu'il a écrit en 1940, et dans lequel il a essayé d'expliquer pourquoi la France avait été battue si vite et si profondément par les Allemands. C'est moins dramatique pour nous. On est battu par les Allemands, mais ça n'a pas les mêmes effets. Et bien lui, il expliquait que c'était quand même une faillite des élites dirigeantes, de la haute administration, des dirigeants politiques, c'est une faillite du leadership. Et je pense qu'en France, c'est ça. On a une faillite. Quand je vois comment, dans les pays européens qui sont comparables aux nôtres, des leaders, notamment à gauche, ont réussi à transformer le logiciel intellectuel de leur parti pour faire de ces partis des forces efficaces dans la recherche du progrès, nous n'avons pas eu ça. Donc je pense que la responsabilité en incombe principalement à nos élites. Mais alors comment remédier à ça? Est-ce qu'il faut un homme providentiel une sorte de dictateur de la raison qui s'impose, ou est-ce qu'on peut petit à petit amener les Français? Vous le faites déjà avec votre livre, évidemment, mais... Voilà, moi je crois à la force des idées. C'est pour ça que j'écris des livres alors que ce n'est pas mon métier. J'essaie de participer, de nourrir le débat public. Peut-être que des gens comme moi devrions avoir le courage de faire de la politique. On ne l'a pas nécessairement. Mais oui, non, il faut que le débat public change de nature. Et il faut qu'on arrive à faire entrer ces idées dans le débat public. Parce que c'est un livre de raison, et on a l'impression que, justement, dans le débat public, la raison n'a pas beaucoup de place. Enfin, c'est pas complètement vrai. Quand on voit comment, tout de même, je pense que
comment expliquer la victoire d'Emmanuel Macron aux dernières élections et l'état de capilotade dans lequel se sont trouvées les deux forces politiques traditionnelles, le PS d'un côté, les Républicains de l'autre, parce que tout de même les citoyens les citoyens raisonnables ou responsables sont en attente d'une force de transformation qui soit moins conservatrice que ne l'étaient les partis traditionnels. Donc ils ont quand même envoyé un message clair aux forces traditionnelles. Le fait que vous ne vous soyez pas réformé fait qu'on ne vous choisit plus. Donc la victoire d'Emmanuel Macron, c'est quand même la victoire de cette espérance. Je ne sais pas si ces électeurs ont été déçus ou pas, mais de cette espérance dans une transformation du pays dans le sens de ce que j'indiquais. Ça veut dire qu'il y a quand même une majorité de Français qui sont finalement en faveur de cette option. Encore faut-il qu'elle s'incarne dans le paysage politique. Enfin, ce qui fait le plus de bruit ou de buzz, comme on dit, en ce moment, c'est plutôt... ce sont plutôt les questions d'immigration et autres. Et on parle beaucoup moins de l'état de la France, de son éventuel déclin. Oui, c'est d'ailleurs... C'est curieux quand même. Pour moi... Alors que c'est moins important. Ce qui est important, c'est effectivement de sortir la France de son état. Bien sûr. En fait, pourquoi est-ce que la question de l'immigration et de l'identité devient si aiguë dans notre pays en fait, elle est un symptôme. Les forces nationalistes dans ce pays disent c'est la cause de tout. C'est pas du tout la cause de tout. C'est leur crispation qui est le symptôme de l'état du pays. Si ce pays était plus heureux, si sa croissance était plus forte, si son chômage était plus bas, si le pouvoir d'achat qu'il distribue était plus élevé, si les services publics étaient mieux financés, si le système éducatif était plus efficace, est-ce que nous aurions ce débat aussi étrange sur l'immigration? Non. Donc le débat sur l'immigration est le symptôme de la difficulté française. Et la meilleure preuve, c'est qu'en Allemagne, lors des dernières élections, ce débat n'a pas eu lieu, alors que quantitativement, la question est à peu près semblable. Il y a des grands pays, la Nouvelle-Zélande, le Canada, l'Australie, ont des politiques d'immigration beaucoup plus dynamiques que les nôtres, et aucun de ces débats n'a lieu, parce que simplement leur dynamique économique est beaucoup plus forte et les gens sont plus heureux. Donc on se trompe on se trompe de sujet. On s'intéresse au tabouret au lieu de s'intéresser au piano. Denis Oliven, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation et je recommande à tous ceux qui veulent soigner la France de bien lire l'ordonnance que vous avez rédigée et que je recommande chaleureusement. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir suivi cette émission et à bientôt.